Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, le lac Saint-Charles est un endroit vraiment magnifique, autant pour y vivre, s'y promener, se ressourcer. C'est aussi la principale réserve d'eau potable de la ville de Québec. Près de 300 000 personnes consomment son eau quotidiennement. Le fait de vivre à proximité d'une eau que je bois chaque jour me pousse à me poser beaucoup de questions. Parce que dans le fond, c'est quoi le lac Saint-Charles ? Pour mieux comprendre ce qu'est le lac Saint-Charles, je suis allé à la rencontre de plusieurs scientifiques qui l'étudient depuis de nombreuses années. J'ai d'abord rencontré Zonia Bemel, coordonnatrice scientifique pour l'appel et la présidente directrice générale de Watershed Monitoring. Je lui ai posé une question qui peut paraître innocente, mais qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est quoi un lac ? Un lac, normalement, de manière générale, on l'appelle ça un système lentique. Lentique pour lent, ça veut dire que c'est des endroits où l'eau, contrairement à une rivière, circule très lentement. Donc, normalement, c'est vraiment un endroit où on voit que l'eau stagne jusqu'à un certain point. Ça a une certaine profondeur, une certaine grandeur. Donc, il y en a beaucoup de sortes de lacs. Il y a beaucoup d'origines de lacs différentes aussi. En fait, le lac Saint-Charles, c'est un lac réservoir. Donc, à l'origine, c'est un lac naturel qui a été formé dans la même période que la plupart des lacs au Québec, donc il y a à peu près 12 000 ans après la dernière glaciation. Et ensuite, dans les années 30, la Ville de Québec a rehaussé le lac Saint-Charles une première fois avec le barrage qu'on peut voir ici en arrière pour augmenter le réservoir d'eau pour la Ville de Québec. Et ils ont rehaussé le lac une deuxième fois dans les années 50 pour un rehaussement total de 4,5 mètres du lac. Donc, on a créé un deuxième lac au sud du lac d'origine pour avoir des réserves d'eau pour la Ville de Québec en période d'étiage, donc en sécheresse. Si on parle avec le lac Saint-Charles dans sa taille d'aujourd'hui, on parle d'un lac qui a 4,6 km². Le bassin nord, qui est le lac d'origine, a une profondeur aujourd'hui d'environ 17 mètres. Et le bassin sud, qui est la partie qu'on a rehaussée, qui c'est d'ailleurs l'ancienne rivière Saint-Charles, a maintenant une profondeur d'environ 5 mètres. Donc, c'est très peu profond. On entend souvent parler du temps d'écoulement d'un lac. C'est quoi? Puis c'est quoi le temps d'écoulement du lac Saint-Charles? Il y a plusieurs termes qu'on utilise, effectivement. Ça peut être temps d'écoulement, souvent on dit aussi temps de résidence ou même temps de renouvellement. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'on essaie de savoir si on vidait le lac complètement, et on laissait couler l'eau naturellement, ça prendrait combien de temps pour que le lac se ré-remplit. Et le lac Saint-Charles, il est très particulier parce que son temps de résidence ou son temps de renouvellement est entre 8 à 60 jours, selon s'il pleut beaucoup, selon s'il y a une fonte de neige. Donc, en fait, on appelle souvent le lac Saint-Charles aussi quasiment une rivière, tellement que l'eau se renouvelle rapidement. Il y a des lacs où le temps de renouvellement peut être 1 an, 2 ans, 8 ans, 10 ans, 100 ans. Okay. Alors, on s'imagine que quand le temps de renouvellement est si long, que tous les impacts humains, tout ce qui arrive à l'externe, il va y avoir un impact très long terme sur le lac, tandis que quand on a un lac avec un temps de renouvellement très rapide, bien, il y a plus de chances de récupérer des impacts des activités humaines. Les lacs reçoivent, selon les types de lacs, reçoivent de l'eau des eaux de surface, donc des tributaires, les affluents ou les rivières. Il y a plusieurs termes, encore une fois, qu'on utilise. Et ils reçoivent de l'eau aussi de l'écoulement de surface et aussi de l'eau qui arrive de l'eau souterraine.
Les plus grands tributaires sont la rivière des Hurons, qui draine tout le bassin versant des municipalités de Stoneham et Tewksbury. Et on a également le lac des Lages qui apporte son lot d'eau et on a une quarantaine de petits affluents tout au pourtour du lac Saint-Charles qui l'alimentent. Et en tant que de pourcentage d'alimentation de ces endroits-là, ça varie dans le temps, ça varie un petit peu selon les précipitations ponctuelles. Mais si on fait des chiffres ronds, c'est 80 vient de la rivière du Huron, 11 du lac des Lages, et la balance vient des petits tributaires et de l'écoulement de surface. Il faut comprendre un bassin versant un petit peu comme le phénomène des poupées russes. Le plus grand bassin versant, c'est la terre, parce que tout ce qui tombe en termes de gouttes d'eau sur la terre, ça va se ramasser quelque part sur la terre. Après ça, en fait, c'est un peu aussi, on peut le voir un petit peu comme une tasse. Si on se mettait une tasse sur la table et que la pluie tombe dedans, tout ce qui tombe du côté de la tasse qui rentre à l'intérieur, ça, c'est le bassin versant de la tasse. Tout ce qui tombe à l'extérieur, c'est le bassin versant à l'extérieur de la tasse. Et pour un bassin versant comme le lac Saint-Charles, donc, on va aller regarder les lignes de crête de montagne alentour du lac Saint-Charles jusqu'à son point le plus bas. Et tout ce qui tombe à l'intérieur des crêtes de montagne, qui se déverse vers le lac Saint-Charles, ça, c'est le bassin versant du lac Saint-Charles. Donc, toutes ces gouttes vers là, qui s'écoulent vers là, c'est le bassin versant du lac Saint-Charles dans ce cas-ci. Un très grand bassin versant, pour vous donner juste une comparatif, c'est le bassin versant du fleuve Saint-Laurent. Donc là, ça inclut tous les bassins versants des grands lacs. Donc, c'est un bassin versant immense. Dans le cadre du lac Saint-Charles, son bassin versant à 198 km². Comme on parlait tout à l'heure d'un phénomène un peu de poupée russe, donc on a le bassin versant de la rivière Saint-Charles au complet, qui commence au nord dans le territoire de Stoneham et Tewksbury, et ça s'écoule jusqu'à dans le point le plus bas, où ce qui se déverse dans le fleuve proche de la ville de Québec. Donc ça, c'est le bassin versant au complet de la rivière Saint-Charles, avec 550 km² de grandeur. Après ça, on a là-dedans le bassin versant de la prise d'eau de la ville de Québec, donc à Wendake. Donc ça, c'est un bassin versant qui coupe le bassin versant de la rivière Saint-Charles, parce que on inclut ici, dans ce bassin versant-là, les bassins versants de la rivière Jaune, qui se déversent dans la rivière Saint-Charles en aval du lac Saint-Charles. On inclut dans ce bassin versant-là aussi le bassin versant de la rivière Nelson, qui passe sur la base militaire de Valcartier et se déverse à environ 500 mètres en amont de la prise d'eau. Donc, ce bassin versant-là, dès la prise d'eau, à 348 km². Ensuite, en amont de ça, on a le bassin versant du lac Saint-Charles, qui n'est pas influencé par la rivière Nelson ni par la rivière Jaune, mais influencé, comme on disait tout à l'heure, par le lac des Lages, la rivière du Huron et les petits tributaires, avec ses 198 km². Donc, ensuite, on peut répartir après là-dedans le bassin versant seulement de la rivière du Huron, seulement du lac des Lages, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, en fait, avec cette délimitation-là, qu'on est capable de voir quel sous-bassin versant a quel type d'impact sur quel endroit dans le bassin versant, soit sur une prise d'eau, soit sur un lac, soit sur une autre rivière. Les délimitations politiques n'ont jamais été conçues en fonction des bassins versants. On trouve dans un territoire d'un bassin versant toujours plusieurs municipalités, plusieurs délimitations aussi en termes de compétences fédérales et provinciales. Donc, quand on a introduit la gestion intégrée par bassin versant au Québec en 2002, on a décidé qu'il fallait travailler sur l'échelle du bassin versant et de trouver des façons de faire de surmonter les limites politiques en faveur de la protection des eaux de surface et des eaux souterraines. Et c'est là qu'il y a les particularités comme partout, c'est que les délimitations politiques font en sorte qu'il faut faire ce qu'on appelle la gestion intégrée et la concertation entre les acteurs. On veut utiliser cette ressource-là, donc on doit la protéger, mais qu'on inclut tous les acteurs qui l'utilisent et qui la polluent dans les discussions et dans l'information.
Il y a beaucoup d'exemples, un petit peu à l'international, même au Canada, où on a fait le choix de protéger ces sources d'eau potable. Et quand, dans les années 1850, il y a beaucoup de villes en Amérique du Nord comme ailleurs qu'il fallait qu'ils amènent de l'eau potable dans leur ville pour des raisons de pouvoir éteindre les incendies, de pouvoir réduire les épidémies de choléra qu'on a eu à Québec notamment. Et ce qu'on a voulu faire, c'est d'amener de l'eau de bonne qualité aux citoyens pour assurer, c'était pour des raisons d'hygiène, de santé publique. Et beaucoup de villes ont fait en même temps le choix de protéger leur source d'eau potable. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Et c'est un peu le cas de la Ville de Québec. La première fois, quand ils ont fait ce constat que la qualité d'eau à la prise d'eau était en train de se détériorer, on l'a mis en place en 1853 et on a une citation du maire Drouin de la Ville de Québec de 1912. La qualité d'eau de la prise d'eau de la Ville de Québec est en train de se détériorer à cause des activités humaines comme la drave et l'agriculture dans le bassin versant. Okay. Donc, au lieu de faire le choix comme Portland en Oregon, comme la ville de New York, comme Munich en Allemagne, de dire, là, on ferme le bassin versant de toute activité humaine avant qu'il y ait trop de développement, ils ont plutôt opté pour une première installation pour traiter l'eau potable. Okay. Ils ont rehaussé, justement, le niveau de traitement, encore une fois, dans les années 50. On a mis une usine de traitement d'eau potable en place. Et on a rehaussé la capacité de traitement d'une usine aussi après 2006, après l'épisode de fleur d'eau de cyanobactéries. Donc, le choix a été fait de plutôt traiter l'eau que de la protéger à tout point de vue. On essaie de la protéger quand même, mais pas à tout point de vue de l'activité humaine. Quand on commence à réfléchir à nos sources d'eau en se basant sur le principe des bassins versants, on se rend compte que tout s'imbrique. L'amont et l'aval prend alors tout son sens, et on comprend bien la complexité de la protection de nos sources d'eau potable. Pour aller encore plus loin, je me suis demandé quel était l'impact d'un lac sur l'environnement en tant qu'écosystème. Autant pour nous, humains, qui nous sommes établis autour d'eux, que pour la faune et la flore qu'on y retrouve et avec qui nous cohabitons. J'ai donc rencontré Isabelle Fournier, étudiante au doctorat en biologie à l'Université Laval, pour qu'elle me présente le lac du point de vue d'une biologiste. En fait, les lacs, souvent, on les voit comme des systèmes qui sont isolés, en fait, parce qu'on les voit plus comme des récipients d'eau. Okay. Mais dans les faits, c'est pas vraiment comme ça, parce qu'ils sont très, très connectés avec tout ce qui se passe autour d'eux, à la fois sur tous les sols qui connectent, les forêts qui sont autour, les villes qui sont autour, les animaux qui habitent autour, qui vont s'abreuver et qui aussi peuvent amener avec eux, par exemple, de la matière organique. Les rivières qui cheminent à travers tout le paysage ramassent beaucoup de choses avec eux qui ramènent vers les lacs. Et les lacs aussi ont souvent des exutoires, c'est-à-dire que ce qui entre dans le lac va éventuellement partir vers un autre endroit. Donc, ce ne sont pas vraiment des réservoirs fermés plutôt qu'un endroit de connexion avec tout le reste de l'environnement. Même si on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose, à l'échelle chimique, microscopique, microbienne, il se passe énormément de choses. C'est eux qui sont capables de décomposer la matière organique qui vient du bassin versant. Donc, par exemple, les feuilles mortes qui sont dans les forêts, qui sont traînées jusque dans l'eau, bien, éventuellement, mais les bactéries qui sont dans l'eau vont être capables de briser ces feuilles-là en petits morceaux, en particules chimiques qui sont capables d'être réintégrées dans la chaîne alimentaire. Okay. Donc, ils vont être disponibles pour le plancton, qui, lui, va être disponible pour des planctons plus gros et éventuellement pour les poissons. Et donc, éventuellement, jusqu'à nous. Donc, c'est une boucle qui est bouclée à la fois dans le cycle du carbone, à la fois dans le cycle de l'azote, qui rend l'azote sous une forme redisponible pour les organismes supérieurs. Donc, vraiment beaucoup de réactions qui se passent dans les lacs à ce niveau-là. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi les lacs participent au cycle du carbone? Bien, de plusieurs façons. En fait, la première façon, la plus évidente, si on veut, c'est la production d'oxygène par le plancton.
OK. Donc, et les plantes aquatiques, qui soient submergées ou pas, qui ont accès à la lumière, sont capables de faire de la photosynthèse, comme les arbres. OK. Donc, ils vont utiliser du CO2, qui est un gaz à effet de serre, mais ils vont aussi libérer de l'oxygène. Cet oxygène-là, c'est pratique parce que ça va permettre aux espèces qui respirent, comme les poissons, par exemple, de respirer. Mais ces espèces-là vont aussi produire du dioxyde de carbone, donc du CO2. OK. Donc, ce qui fait en sorte qu'un lac est ou pas un réservoir ou un puits, comme on appelle, de CO2, ça dépend de la balance entre les deux. L'oxygène, il n'y a pas la même solubilité dans l'eau que dans l'air. OK. Donc, déjà, on peut en dissoudre beaucoup moins dans l'eau. Donc, OK. ça va dépendre d'un peu tout ça, mais on peut avoir une eau qui est sursaturée en oxygène si jamais on a trop de plantes aquatiques qui produisent de l'oxygène. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces plantes aquatiques-là, la nuit, quand il n'y a pas de lumière, en fait, elles vont respirer de l'oxygène. Donc, elles vont produire du dioxyde de carbone. OK. Et quand ils vont mourir, leurs feuilles vont se déposer dans le fond de l'eau et les bactéries qui vont les décomposer vont utiliser de l'oxygène et produire du dioxyde de carbone. Donc, c'est OK. comme une balance qui est à long terme pour savoir si un lac produit ou pas du dioxyde de carbone. Sinon, dans le cycle du carbone, on a aussi le méthane, qui est un gaz à effet de serre qui est plus important, qui est produit principalement dans les couches anoxiques. Donc, c'est les couches qui sont sans oxygène, OK. soit dans le fond de l'eau, mais c'est plus rare parce que le lac Saint-Charles est anoxique, mais juste une partie de l'année dans le fond du bassin nord. OK. Mais souvent, c'est dans les sédiments, en fait. Dans les couches anoxiques du sédiment, il va y avoir une production de méthane. Et ça peut être libéré éventuellement par les brassages. Ça aurait des impacts, le fait d'avoir un lac qui a trop d'oxygène, finalement? Je dirais que c'est assez transitoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un lac qui, en permanence, va avoir toute une colonne d'eau en sursaturation d'oxygène. Donc, c'est vraiment des états qui s'alternent entre des déficits et des productions d'oxygène à la grandeur. Ce qui peut être problématique, c'est que dans l'été, les lacs vont se stratifier. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté ça quand ils nagent et soudainement, ils mettent le pied dans une eau froide alors qu'ils étaient en eau chaude. C'est une couche qui se crée parce que quand l'eau se réchauffe, elle est plus légère que l'eau froide, donc elle reste OK. en surface. Éventuellement, ça crée 2 couches d'eau et dans les couches profondes, quand le vent brasse, il n'est pas assez puissant, si on veut, pour briser cette couche-là. Donc, OK. il va seulement réoxygéner, brasser l'eau de surface. Ce qui fait qu'éventuellement, au cours de l'été, on peut se retrouver avec des déficits en oxygène dans l'eau profonde. Et ça peut être problématique pour les poissons qui ont besoin d'oxygène pour respirer et qui pourraient mourir éventuellement de ça. Pour nous, humains, en quoi c'est important là, d'avoir justement ces lacs-là à proximité? C'est très important. Déjà, on en a besoin pour vivre, là, pour boire. On l'utilise pour se transporter, comme le fleuve Saint-Laurent. D'ailleurs, c'est, je pense, majoritairement pour ça qu'on a installé le long du Saint-Laurent. On peut l'utiliser pour se nourrir, donc on peut pêcher même dans les lacs. On peut l'utiliser en récréation pour faire du canot, du kayak, pour aller nager. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, qu'en période de canicule, comme la semaine dernière, les habitants qui étaient autour du lac, ils avaient apprécié. Pourquoi, justement, ça rafraîchit d'être à côté d'un lac ou d'un plan d'eau? Mais en fait, les lacs ont une grosse inertie thermique. OK. Donc, l'eau a la particularité d'être capable d'emmagasiner beaucoup de chaleur. Donc, ça prend beaucoup d'apports énergétiques pour réchauffer l'eau. OK. Mais dans la même idée, quand on enlève la source de chaleur ou d'énergie, ça prend beaucoup de temps à la perdre aussi. Comme en ce moment, l'eau n'est pas nécessairement super chaude, surtout quand on compare à la température de l'air. Donc, même s'il fait très chaud, le réchauffement de l'eau n'est pas instantané. Donc, on a encore le vent qui passe par-dessus et qui nous ramène une fraîcheur parce que l'eau est restée plus froide. Ça réchauffe beaucoup moins vite que l'air, en fait. Pourquoi ce serait important de protéger le lac Saint-Charles? Bien, déjà parce qu'on en a besoin comme source d'eau potable. Un lac capable d'alimenter en eau potable 300 000 personnes, ça se retrouve pas demain matin en claquant des doigts. Ouais, surtout qu'en ce moment, les infrastructures sont toutes déjà montées le long de la rivière Saint-Charles et tout ça. Donc, changer de place, ce serait compliqué. Puis, je suis pas convaincue qu'on est capable de tirer ce qu'on tire de la Saint-Charles de plus dans la Montmorency puis dans le fleuve. Donc, éventuellement, ne serait-ce que pour ça, c'est pertinent de garder une eau de qualité pour qu'on puisse garder le lac Saint-Charles comme réservoir d'eau potable. Éventuellement aussi, c'est un service qu'on se rend parce que le lac Saint-Charles, il fait des choses pour nous. Si on veut considérer que les trucs de plaisance, mais aussi des services écosystémiques comme la filtration de l'eau, il fait ça lui-même. OK. Il faut juste lui laisser la chance de le faire. Donc, moins on y en donne, plus il est capable de gérer ça. Garder les terres humides pour s'assurer que l'eau qui arrive au lac est de bonne qualité aussi.
J'aime l'idée de ce lac qui nous rend service et à qui nous rendons service en retour. Cette eau potable auquel j'ai accès en ouvrant simplement un robinet dans ma maison prend une toute autre dimension. Je me suis alors demandé comment cette eau provenant de la rivière Saint-Charles se retrouve chez moi. Pour répondre à cette question, je suis allé rencontrer François Proux, le directeur de la division de la qualité de l'eau pour la ville de Québec, pour qu'il me présente les différentes sources d'eau potable de la ville et le réseau d'aqueducs. Les sources d'eau potable, c'est la rivière Montmorency qui alimente la région de Beauport, l'arrondissement Beauport. Il y a une partie de l'eau de la rivière Montmorency qui est pompée vers une autre usine qui est située à Charlesbourg, qui alimente le secteur Charlesbourg. Ensuite, on a l'usine qui produit la plus grande quantité d'eau qui est à Loretteville, dans l'arrondissement Haute-Saint-Charles. Et elle produit pour tout l'ancien Québec, si on veut, Ville-Vanier, Ancienne-Lorette. On se dessert même des villes extérieures avec notre eau. Puis il y a le fleuve Saint-Laurent qui pompe de l'eau pour le secteur Sainte-Foy, Cap-Rouge, Saint-Augustin. L'eau qui vient du nord, surtout du lac Saint-Charles, elle descend par gravité. Donc, il n'y a pas de pompage à faire. Donc, on a quelques postes de restriction pour diminuer la pression. On a des grandes conduites maîtresses. Puis à partir de ces conduites-là, il y a des réseaux secondaires qui viennent se greffer. Puis après ça, dans les quartiers, il y a des réseaux qu'on appelle tertiaires. Donc, c'est la façon de travailler habituellement. On a un programme de suivi de toutes nos installations, que ce soit au niveau des bris, que ce soit au niveau de la maintenance préventive. Un tuyau, normalement, a une vie utile entre 50 et 100 ans. On voudrait que 2 à 3 % de notre réseau soit changé par année. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on a toujours, avec l'administration actuelle, là, ça a été, même si c'est quelque chose qui ne paraît pas, c'est quelque chose que nos élus nous ont demandé de faire, là, c'est de mettre beaucoup d'efforts sur le changement parce qu'il y a une pérennité à avoir. Et puis, on entretient le réseau aussi en rinçant le réseau. Quand vous voyez, en été, des fois, des bonnes fontaines sont ouvertes puis l'eau sort. C'est que dans les tuyaux, par exemple, en métal, il peut se former des tubercules de métal avec l'action de l'eau. Donc, on va détacher ces tubercules-là pour pas qu'ils aillent dans l'eau potable. On va aussi vérifier assez souvent comment est conformé notre réseau pour s'assurer qu'on a du chlore, même si les gens n'aiment pas le chlore, qu'il y ait du chlore à tous les endroits le plus possible. Puis, on travaille beaucoup en recherche et développement au laboratoire pour détecter d'autres molécules. On est à peu près une vingtaine d'années en avance sur la réglementation pour aller chercher d'autres molécules puis les traiter tout de suite. On n'attend pas que dans 20 ans, on trouve un traitement. On travaille tout de suite là-dessus. Donc, on travaille avec notre chaire de recherche en eau potable. Puis on a plusieurs chercheurs ici à la Ville de Québec là, qui nous aident dans ce travail-là. Est-ce que c'est important justement qu'aujourd'hui, en 2018, on fasse attention comme ça à notre qualité de l'eau potable? Oui, c'est très important parce que nous, dans les municipalités, dans les villes, et tous ceux qui gèrent l'eau potable, là, ils travaillent pour des personnes dans 100 ans, 150 ans. Donc, comme les gens ont travaillé avant nous pour nous, donc il y a quelqu'un en 1930 qui a installé une prise d'eau au niveau de Loretteville, puis ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, à Québec, on a la plus importante source qui vient de cet endroit-là, qui est resté intact depuis 1930, même avant. Ce qui fait qu'on a de l'eau aujourd'hui, puis on est content. Et puis ça fait presque 100 ans en arrière, là. L'eau, c'est fragile. Puis les gens regardent l'eau. On a plusieurs millions de lacs au Québec, puis ils disent on a une abondance d'eau. On peut en gaspiller un peu, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'eau accessible n'est pas si facile à atteindre, et puis l'eau, elle est plus fragile qu'on pense. Est-ce qu'on pourrait trouver une alternative au lac Saint-Charles? En ingénierie, tout est possible. Donc, oui, ce serait toujours possible, mais la question est à quel coût? S'imaginer, par exemple, de prendre de l'eau qui viendrait plus au nord, dans le parc des Laurentides, par exemple, amener ça par un gros tuyau au centre-ville, c'est des travaux qui sont pharaonesques et très coûteux. Et puis ensuite, probablement que si on allait prendre cette eau-là, moi, je serais le premier à dire, on ne se fera pas avoir une 2 fois, là. On va protéger cette source-là. Donc, il faut acheter des terrains. Il faut protéger correctement pour ne pas avoir un problème. Et puis par la suite, parce que c'est beau de partir un tuyau, on pense que c'est fini, mais il faut l'entretenir, le tuyau. Quand on a un tuyau qui lâche, il faut garder un deuxième. Donc, normalement, quand on en monte un, il faut en monter 2. Si c'est possible, oui. Est-ce que ce serait raisonnable? Je pense pas, première chose. Deuxième chose, si on continuait nos activités, que le lac Saint-Charles se dégradait davantage, il ferait en sorte qu'on ne pourrait plus l'utiliser pour aucune activité. Ça deviendrait une espèce de grand étang nauséabond. Donc, le prix des maisons s'écroulerait. Donc, ce ne serait pas l'avantage de personne de faire des choses comme ça. Puis, je ne crois pas que le gouvernement nous laisserait aller non plus. Donc, on n'a pas avantage de laisser aller une situation là, qui est préoccupante, là, comme le lac Saint-Charles,
en disant qu'il y a toujours une solution qui est possible. Un lac, je dis souvent, c'est comme un enfant, c'est un bébé qui fait ses nuits. Si on pense qu'il a fait ses nuits, c'est correct, mais le lendemain, il ne fera pas ses nuits. C'est un peu comme ça, là, donc c'est comme en dents de scie. Actuellement, on voit une amélioration au niveau de la qualité de l'eau, mais tout ce qu'on veut, c'est que la tendance, on ne soit pas dans un creux de dents de scie, mais que ce soit vraiment une descente. Ça prend plusieurs années. C'est ça qui est embêtant, c'est que entre l'action et la réaction dans un cours d'eau, ça peut prendre 20 ans avant de voir une tendance. Mais les expériences vécues dans d'autres pays, là, comme l'Allemagne, la France, nous prouvent que nos actions qu'on veut porter, c'est des actions qui vont donner des résultats. Puis aussi, les citoyens, je crois que 90% d'entre eux pensent comme nous. C'est-à-dire qu'ils veulent préserver une ressource. Il n'y a personne qui veut laisser tomber une ressource comme un lac ou une rivière. Là. Tout le monde trouve ça beau. Dès que quelqu'un s'approche d'un cours d'eau, il se sent apaisé, tout et tout. Donc, je crois que la grande partie de la population, que ce soit sur notre territoire ou en dehors de notre territoire, est d'accord avec les actions là, qu'on pose. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, là, donc je crois dans l'intelligence collective et la collaboration collective, puis je suis sûr que ça va s'améliorer, puis dans 150 ans, je ne serai pas là pour en parler, mais je suis sûr que dans 150 ans, les gens vont dire on a encore de l'eau, là, puis il va tout avoir des débats. Mais moi, je suis plutôt optimiste. Quand je vais sur le terrain puis je parle aux gens, il y a beaucoup de gens qui sont pour la protection de la ressource puis qui veulent qu'on fasse attention à tout ça, là. L'eau du lac Saint-Charles est d'une grande qualité et le lac a beaucoup d'avantages comme source d'eau potable pour la ville de Québec. Un lac est un écosystème interconnecté avec tout ce qui l'entoure, et en tant qu'humains, nous faisons partie de cet environnement. Le fait de vivre à proximité d'une source d'eau a des impacts sur celle-ci, mais en tant qu'êtres doués de raison, nous pouvons nous poser les bonnes questions. Maintenant que je réalise mieux ce qu'est un lac, je veux pousser plus loin mes découvertes et ma compréhension des enjeux. Je vais donc chercher à en savoir plus, comprendre de quoi le protéger et de quelle façon.